Récemment, j'ai lu une étude au sujet des regrets avant la mort. Une infirmière en soins palliatifs en Australie a interrogé et compilé ce que les personnes regrettent le plus avant de mourir. 4 grands regrets reviennent toujours. Ne pas avoir eu le courage de vivre ses rêves, avoir travaillé trop dur, ne pas être resté plus en contact avec ses amis, ne pas avoir réussi à exprimer ses sentiments. Après cette lecture, j'ai fait ce que tout le monde ferait. Je me suis demandé, et si je mourais maintenant, est-ce que j'aurais ces regrets? Alors, j'ai constaté qu'il y a au moins un regret que je n'aurais pas, celui de ne pas avoir vécu mes rêves. Parce que depuis que je suis petite, j'ai envie de savoir, de découvrir, d'essayer, de tenter. Cette façon de penser me pousse à avoir une vie que beaucoup qualifieraient d'aventurière, voire d'instable pour certains. Or, dans notre société, on aime bien la stabilité. Et on nous apprend à patienter. On y dit souvent que nos rêves, il faut les recouvrir avec un petit mouchoir et les mettre bien au fond de notre poche. Parce qu'avant tout, il faut réussir sa vie. Avoir un mari, un métier, des enfants, des loisirs. Je n'ai pas voulu attendre. J'ai préféré réaliser maintenant mes rêves, en prenant le risque de me cogner plein de fois, mais en apprenant toujours. C'est cette logique qui m'a amenée à franchir la ligne d'arrivée d'une course à la voile mythique, la route du Rhum, transatlantique en solitaire, qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, il y a 2 ans, et celle de la Transat Jacques Vabre l'année dernière. En préparant cette conférence, j'ai pris le temps de remonter le temps, et je me suis demandé ce qui, à ma petite échelle, m'avait déjà permis de réaliser plusieurs de mes plus grands rêves. Est-ce qu'il y a une recette? Et quels en sont les ingrédients? Je suis née il y a 34 ans, à Tours. J'ai grandi en banlieue de la ville, dans un petit immeuble. J'ai tout de suite été fascinée par le monde animal. Je ramenais à l'appartement toutes les bêtes possibles et imaginables, et aux grandes dames de mes parents, je les élevais, les remettais sur pied et leur faisais faire des petits. À un moment, il y a eu plus de 1000 phasmes, les petits insectes brindilles, dans ma chambre. Et même 10 poulets, quand j'ai enfin réussi à bricoler une couveuse. Alors autant dire que j'étais prédestinée à être vétérinaire. J'ai travaillé dur pour réussir ce concours et j'ai fini par faire de ma première passion mon métier. Durant mes études, je n'ai pas voulu abandonner mes autres rêves, notamment celui de monter à cheval, même si je n'en avais pas les moyens. Alors, j'ai créé une association pour m'occuper des vieux chevaux de travaux pratiques de l'école vétérinaire. Et, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai fini par m'entraîner comme jockey et courir sur un des plus grands hippodromes parisiens. Mon rêve de petite fille, fascinée par les talons noirs, était réalisé. J'ai commencé à travailler comme vétérinaire à la campagne à 23 ans. Les vélages, la nuit, les veaux à sauver, la satisfaction des éleveurs. J'étais contente de réussir à être le véto de campagne dont tout le monde parle avec amour. Mais voilà, au bout de quelques années d'exercice, je me suis vite rendu compte qu'il était difficile de faire cohabiter travail et rêve. Je me surprenais de plus en plus souvent, au volant de ma voiture, entre 2 visites, à regarder l'horizon et à me dire « il faut que je voie autre chose ». Alors, en 2008, j'ai tenté quelque chose de différent. J'ai mis pour la première fois mon pied sur un bateau, lors d'un stage à l'UCPA. La mer me fascinait, m'attirait, mais me faisait peur aussi. J'avais dévoré tous les récits de marins, Bombard, Shackleton, Tabarly, Miles Davis, Ellen MacArthur. Et cette fois, c'était moi qui étais en mer, entourée d'eau, de ciel et de dauphins. Ça a été un véritable coup de foudre. J'ai alors décidé de quitter les montagnes aveyronaises, où je travaillais à l'époque, pour rejoindre l'océan. Et j'ai atterri à Vannes, en octobre 2009, où, après quelques stages de voile, j'ai rapidement passé mon monitorat. Je me suis inscrite dans les bourses aux équipiers, les capitaineries des ports, et j'ai ainsi pu me perfectionner à moindre coût.
J'ai également trouvé un travail à mi-temps comme vétérinaire. Mais je ne pensais plus qu'à une chose, naviguer. Pendant 3 ans, j'ai fait toutes les régates possibles. J'ai accepté tous les convoyages qu'on me proposait. J'ai ainsi pu rencontrer d'autres passionnés, et grâce à ces rencontres, je suis partie de plus en plus au large. Angleterre, Espagne, Açores. Et puis, en décembre 2012, je pars sur ma première transatlantique en équipage. Nous sommes 4, sur un vieux bateau classique, en bois. J'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon job de vétérinaire, j'ai mis mes affaires en garde-meuble. Je suis libre, prête pour l'aventure. La course a été magique. Je rentre. En avril 2013, à Vannes, chez une amie, sans boulot, sans logement. La tête pleine de courses, de bateaux et de mer. Je suis un peu perdue, je ne veux pas retourner à ma vie d'avant, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir un bateau et de partir en mer. C'est alors, en juillet 2013, que je fais une rencontre qui va changer ma vie. Je me rends à Quimper, à une soirée d'amis à laquelle je ne devais pas aller. C'est là que je rencontre Bertrand de Broc, le marin célèbre pour s'être recousu la langue tout seul lors d'un de ses Vendée Globe. Il cherche un matelot pour le lendemain matin. Je saute sur l'occasion et les 2 jours suivants, j'ai un second coup de foudre. Les bateaux de course au large, rapides, magnifiques, tout me semble fluide à bord, tout me semble simple. C'est Bertrand qui me parle de la route du Rhum qui part l'année suivante. Alors, évidemment, je rigole. Je n'ai fait qu'une seule transatlantique en équipière, je n'ai jamais navigué seule, encore moins sur un bateau de course. Je n'ai aucune connaissance dans le milieu, et surtout, je n'ai plus aucun sou. Je ne travaille plus comme vétérinaire, j'ai juste de quoi vivre quelques mois avec l'argent que j'ai mis de côté. Je me rappelle alors le début de l'été, lors d'une semaine de régate en Angleterre, à Cowes, où je suis équipière numéro 1 sur un magnifique voilier lorsque le maître à bord est arrivé et a déclaré que ça serait un bateau entièrement masculin. Je me suis retrouvée casée comme bouche-trou sur un autre bateau anglais où je ne comprenais rien. Alors, en réfléchissant à ce que me disait Bertrand, j'ai compris que je pouvais devenir le commandant de mon propre bateau et retrouver les mêmes sensations que sur son voilier. Être indépendante. Pour cela, il me fallait un projet fou, la transatlantique la plus connue du monde, la route du Rhum, et trouver des sponsors pour la faire. Avec le recul, à cette époque, si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais osé penser à la route du Rhum. Mais il a cru en moi. Et il m'a donné confiance. Et ça a changé ma vie. Alors, mi-août 2013, je rentre chez moi, seule, un énorme poids sur les épaules parce que je le sais, je vais le faire. Mais comment faire? Comment trouver 240 000 € en moins d'1 an? D'ailleurs, comment on trouve un sponsor? Et puis comment ça marche le sponsoring? Et puis d'ailleurs, mais quel bateau dois-je trouver? Alors, je me suis demandé, mais qui peut m'aider à créer une telle entreprise? J'ai alors été demander conseil à l'ancien chef d'entreprise qui possédait le bateau sur lequel je venais de traverser l'Atlantique. Il s'est tout de suite enthousiasmé. Et grâce à lui et aux autres équipiers qui étaient à bord, nous avons démarré le projet. Ils m'ont coaché pour créer ma société, travailler l'image et la communication et surtout m'organiser pour la recherche des sponsors. Grâce à eux, nous avons bâti les fondations du projet et ils m'ont aidé à bâtir des supports de communication drôles et décalés. Je me rends compte qu'à cette époque, mon projet n'aurait pas vu le jour si je n'avais pas osé en parler autour de moi. Je n'ai pas eu peur d'être ridicule et je n'ai pas eu peur de demander de l'aide. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui me l'ont rendu au centuple. Alors beaucoup de marins rêvent de faire la route du Rhum. Tous n'y arrivent pas. Et encore moins de femmes. Au départ du Rhum, en 2014, nous sommes seulement 4 femmes sur 93 partants.
Moi, ça ne fait que 4 ans que j'ai découvert la voile. Et je n'ai aucune connaissance dans le milieu. Je me demande comment je peux être plus convaincante que tous ces marins aguerris pour enthousiasmer un sponsor. On s'est alors dit 2 choses. Premièrement, il fallait faire différemment. Ne pas copier tous ces marins, parce que ça ne marchera pas pour moi. Prendre en considération mes différences et les tourner à mon avantage. J'ai alors tout axé sur ma profession, vétérinaire, qui me rendait différente des autres. Et puis deuxièmement, si j'arrivais à m'aligner sur la ligne de départ de la route du Rhum avec mon bagage nautique de débutant, on parlerait de moi, c'était sûr. Et les sponsors auraient un retour sur investissement. Le pari était un peu osé. Concrètement, j'ai eu l'idée de commencer avec une campagne de communication complètement décalée avec les animaux. Les animaux soutiennent une veto sur l'Atlantique. Cela m'a permis la une du journal local Ouest France dans ma région. Et cela m'a permis de me constituer un fan club animalier. Omar le homard, Marie-Jo la poule, Cacahuète le lapin, Kitty le cochon d'Inde, Hannibal le chat, Jacotte la chèvre et des centaines d'autres m'ont permis de croire en mon projet. Pour continuer dans le côté décalé, je me suis rendue au Salon de l'Agriculture à Paris avec mon tableau Velleda et mon appareil photo. Je voulais faire participer les éleveurs et leurs bêtes à ma course. Sur cette photo, on me voit au stand d'un fromage très réputé, avec un agneau lacone, la race qui fait ce fromage célèbre. Et quelques mois plus tard, on retrouve ce fromage sur ma grand voile. Alors, à force de centaines de mails, de coups de fil, de rencontres, je finis par décrocher mes premiers rendez-vous. Et finalement, au bout de 4 mois, en janvier 2014, j'ai 3 premiers gros sponsors dans le milieu du monde animal et rural. J'ai réuni un tiers du budget, environ 80 000 euros. Je me rends compte, à cette époque, qu'en restant candide, en intégrant ce milieu qui n'était pas le mien, ça a finalement fonctionné. En fait, j'ai fait de mes faiblesses des différences. Et de mes différences, j'en ai fait des points forts. Fin mars 2014, j'ai enfin trouvé le bateau. C'est un classe 40, anglais, magnifique et très bien équipé. Je n'ai pas tout à fait assez d'argent pour le louer, mais je le loue quand même. La prise en main du bolide en solitaire fut rocambolesque, et je me rappellerai longtemps ma sortie du port de la Trinité-sur-Mer, où je pars à l'aube pour que personne me voie hisser ma grand voile en mettant un temps fou. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais seule, sans expérience et sans le budget, à devoir assumer ma société, mes premiers sponsors, le bateau à mettre en chantier, les paperasses, réussir mes courses qualificatives. J'ai vu une montagne et j'ai cru sombrer avec le navire. Je n'ai pas eu le choix. J'ai décidé de ne plus regarder l'ensemble des problèmes, mais de m'atteler à les résoudre un à un. J'ai fait des listes, des tableaux Excel et mon but, chaque matin, barrer le maximum de lignes. J'ai ainsi passé toutes les épreuves qualificatives entre avril et juin 2014. Et j'ai surmonté mes problèmes de budget au jour le jour. Tout d'abord en faisant une crowdfunding, une plateforme de financement participative sur Internet. Puis en faisant un petit emprunt à la banque, sous caution évidemment, parce que la banque ne voulait pas me prêter. J'ai ainsi pu tenir jusqu'à l'été. Alors début juillet 2014, je suis qualifiée et inscrite pour la route du Rhum. J'ai un bateau magnifique, mais voilà, je n'ai plus aucun sou. Je suis face au mur. Si je ne paye pas les prochaines traites de location du bateau, fin août, je dois le rendre à son propriétaire anglais. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Crowdfunding, hardphoning, banque, amis, famille. Je dois faire différemment, mais je ne vois pas comment. Alors je pars quelques jours faire du yoga. Parce que je suis un peu comme un paquet de nerfs contractés. Les 2 premiers jours, je ne peux plus bouger tellement j'ai des courbatures. Et le 3e jour, je respire enfin. Je reviens, mais c'est l'été. La France est en sommeil. Tous mes coups de fil tombent à l'eau. Alors, début août, désespérée, je me dis, quitte à perdre mon bateau, autant aller naviguer. Et puis, tenter une dernière chose, aller à Saint-Malo. C'est la ville du départ, il s'y passera peut-être quelque chose. Sinon, cap sur l'Angleterre,
tenter de renégocier le contrat de location du bateau. Mi-août 2014, un an pile après ma décision de faire la route du Rhum, j'arrive à Saint-Malo avec mon bateau. Je le gare devant la vieille ville et je tente de vendre mes t-shirts et mes autocollants sur les pontons. C'est un échec. Les 2 premiers jours, je vends un autocollant à 2 € et le 3e jour, je vends 3 t-shirts. Alors, c'est pas faute d'utiliser tous nos atouts. Mais je ne passe pas inaperçu. Et au bout de quelques jours, un petit sponsor signe pour 3 000 €. Mais surtout, je fais une belle rencontre. Un skipper, ami d'amis, vient de perdre son bateau sur lequel il doit faire la route du Rhum. Il lui reste son sponsor. Alors que je largue les amarres pour l'Angleterre, il me prévient qu'il va le contacter. Le lendemain matin, tandis que j'accoste à Southampton, je reçois un appel. Son sponsor veut bien me rencontrer. Ni une, ni deux, je retraverse. Et finalement, je signe avec le plus gros partenaire de mon projet. Je me rends compte qu'en étant resté dans l'action, en ayant tenté de nouvelles choses, je n'ai pas eu ce que je comptais obtenir. J'ai eu beaucoup plus, beaucoup mieux. Si je n'avais pas agi à ce moment-là, je pense que je serais resté à quai. Alors début septembre, grâce à ce nouveau sponsor, je peux enfin m'entraîner sérieusement. Je demande à Thomas Ruyant, dernier vainqueur de la route du Rhum, de m'entraîner. Et je prends aussi des cours de météo avec un excellent coureur du circuit Figaro. Mais voilà, il me manque toujours 50 000 €. Alors fin septembre, lors de la présentation officielle des skippers à Paris, le présentateur explique ma situation devant les 500 personnes de l'auditoire. Et le soir même, je signe avec une agence immobilière pour la fin du budget. Après 1 an de course contre la montre, mon budget est bouclé, 1 mois avant le départ, le 2 novembre. Je me rappelle le million de personnes sur les pontons avant le départ, et toujours cette même exclamation. Mais quel courage de partir sur l'Atlantique, seule, une fille en plus. Et moi, mais je ne savais pas quoi répondre, tellement ça me paraissait évident. Le courage, c'était avant qu'il m'en fallait. Parce que là, je ne veux plus qu'une chose, partir. Je ne vous referai pas vivre toute la course au jour le jour, parce qu'il faudrait un autre TEDx. Je suis arrivée 19e sur 43 concurrents de ma catégorie, en 19 jours. Je retiens avec émotion quelques images. Le départ, dans un état second, où je suis malade, mais teigneuse. Non, je ne lâcherai rien. Faut-il y aller à la rame, j'irai jusqu'au bout. Les heures, le soir, seule, face à la mer, avec la sensation d'être de plus en plus en accord avec mon bateau, comme si c'était un animal. Et l'arrivée qui reste, jusqu'à aujourd'hui, le plus beau jour de ma vie. Alors, est-ce qu'il existe une recette pour réussir un pari fou ? En remontant le temps, je retiens 5 grandes leçons qui m'ont permis de gagner ce pari et qui peuvent être réutilisables pour beaucoup d'entre nous et pour tout projet qu'on essaie. Le rêve est né de la confiance qu'on m'a donnée. Le ridicule ne m'a pas tué, mais m'a aidé. J'ai transformé mes faiblesses en points forts. J'ai oublié que je n'avais aucune chance. Et quand plus rien ne m'a semblé possible, j'ai agi. Quand je relie ces ingrédients entre eux, je leur vois un point commun, une certaine candeur, un refus de prendre en compte ce que nous appelons tous la réalité. Cela m'a permis d'aller au-delà des contraintes matérielles, financières et psychiques que l'on se met ou que l'on nous met naturellement. J'aimerais conclure cette conférence avec une citation extraite d'un film célèbre, Les bronzés font du ski. Parce que comme Jean-Claude Duss, j'aimerais vous dire, oublie que c'est impossible, vas-y, fonce. Merci.